Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien par la nature, heureux comme avec une femme. Voilà ce qu'écrit le jeune Arthur Rimbaud, lycéen de 16 ans, en mars 1870. Le 20 juin, le républicain Léon Gambetta s'adresse ainsi à un ami. Après le plébiscite de l'Empire, le 8 mai, la politique me semble pour 6 mois au moins entrer dans une phase de repos relatif, sauf imprévu. Aussi suis-je parti en terre étrangère. Et un mois plus tard, le 19 juillet 1870, coup de tonnerre. La France déclare la guerre à la Prusse. Mais comment en est-on arrivé là? Bismarck ne croit qu'à l'usage de la force. C'est un Prussien jusqu'à la moelle. Sa grande ambition, l'unification de l'Allemagne. Le 3 juillet, il pousse un parent du roi de Prusse, Guillaume Ier, à la candidature au trône d'Espagne. C'est une provocation inacceptable pour Napoléon III qui exige le retrait immédiat de cette candidature. Et il l'obtient. Mais Napoléon III exige encore du roi de Prusse un retrait définitif. Guillaume Ier refuse d'engager l'avenir et le 13, Bismarck amplifie ce refus dans la fameuse dépêche d'Ems. Un chiffon rouge agité devant le taureau gaulois, s'est-il amusé plus tard. Le 14, l'impératrice déclare « La guerre est inévitable si l'on a le souci de l'honneur du pays ». Et à Paris, les républicains chantent la Marseillaise en criant « À Berlin, à Berlin !» Le 15, les jeux sont faits. Gambetta, rentré en hâte, vote les crédits de guerre. C'est une folie, s'indigne Adolphe Thiers. Vous décidez de la guerre sur une question de susceptibilité. Voulez-vous qu'on dise que pour une question de forme, vous êtes décidé à verser des torrents de sang? Cette responsabilité, déclare le chef de gouvernement, nous l'acceptons d'un cœur léger, parce que notre cause est juste et que la guerre est confiée à l'armée française. Nous sommes prêts, et archi prêts, affirme alors le ministre de la guerre. La guerre dût-elle durer 2 ans, il ne manquerait pas un bouton de guêtre à l'armée française. On aurait pourtant dû se méfier. En effet, dès le 28 octobre 1868, le général Ducrot écrivait au général d'armée Frossard. « Mon cher général, je viens de voir Madame la comtesse de Pourtalès, épouse d'un Prussien, qui arrive de Berlin. Jusqu'à ce jour, elle prétendait que rien ne pouvait motiver une guerre entre la France et la Prusse. Or, voilà que cette adorable comtesse me déclare aujourd'hui. La guerre est inévitable. Et les Prussiens si bien préparés, si habilement dirigés, sont assurés du succès. Et ce qu'il y a d'affreux, c'est que ces gens-là nous trompent indignement et comptent bien nous surprendre désarmés. Croiriez-vous qu'on a osé me dire qu'avant 18 mois, notre Alsace serait à la Prusse? Et si vous saviez quels énormes préparatifs se font de tous côtés? Oh, en vérité générale, rien ne peut conjurer la guerre. Et quelle guerre! Et qu'avions-nous déduit, nous Français, de la visite de M. de Moltke, major général de l'armée prussienne, qui, en avril 1868, étudiait chez nous le champ possible des batailles futures et qui en relevait la topographie. Le capitaine Samuel, qui l'accompagnait, a pourtant fait à ce sujet un rapport éloquent au ministre de la guerre. Quel aveuglement! Écoutons Flaubert dans une lettre à George Sand du 22 juillet 1870. « Que devenez-vous, cher maître? Moi, je suis écœuré. Cet enthousiasme des Français pour la guerre me donne envie de crever. L'effroyable boucherie qui se prépare n'a pas même un prétexte. C'est l'envie de se battre pour se battre. Je pleure les ponts coupés, les tunnels défoncés, tout ce travail humain perdu. Hobbes avait raison.
L'homme est un loup pour l'homme. Le bourgeois d'ici ne tient plus. Il trouve que la Prusse était trop insolente. Il veut se venger. Ah, que ne puis-je vivre chez les Bédouins. Il fait un croisset, une jolie petite chaleur, et je barbote dans la Seine comme un marsouin. Je vous embrasse très fort, cher bon maître. Gustave. Malgré tout, dans un élan patriotique, lui aussi rejoindra bientôt les nombreux Français prêts à se ranger derrière l'Empire pour combattre l'ennemi. Cependant, en dépit des fanfaronnades du ministre de la Guerre, on s'apercevra très vite que rien n'est prêt. Après 2 semaines d'illusions, parviennent en août les nouvelles des premières défaites à Wissembourg, Freshwiller et Forbach. Dans le roman d'Ozola, la débâcle des soldats raconte. Oh, ce n'était pas drôle là-bas à Freshwiller. Toute une armée nous est tombée sur le dos quand nous étions à peine 40 000 nous autres. La bataille s'est engagée sans que nos chefs le veuillent, paraît-il. Moi, je n'ai pas tout vu, mais ce que je sais bien, c'est que la danse a duré d'un bout à l'autre de la journée. Et lorsqu'on croyait que c'était fini, pas du tout. Les violons reprenaient de plus belle. Les Prussiens, plus de 120 000 à ce qu'on a compté plus tard, avaient fini par nous envelopper. Pendant près de 2 heures, les ruisseaux ont roulé du sang. Ensuite, dame, il a tout de même fallu décamper, puisqu'on n'avait point su se replier sagement et défendre les passages des Vosges, où 10 000 hommes en auraient arrêté 100 000. On aurait dû au moins faire sauter les ponts, combler les tunnels. Mais les généraux galopaient dans l'effarement. C'était un sauve-qui-peut enragé. On ne regardait même pas en arrière. C'était lamentable, ces villages qu'on traversait, d'une pitié à serrer le cœur d'angoisse. Dès qu'apparaissaient les troupes en retraite, les habitants hâtaient leur fuite. Eux, si tranquilles 15 jours plus tôt, toute cette Alsace qui attendait la guerre avec un sourire, convaincue qu'on se battrait en Allemagne. Et la France était envahie. Et c'était chez eux, autour de leur maison, dans leurs champs, que la tempête crevait, comme un de ces terribles ouragans de grêle et de foudre qui anéantissent une province en 2 heures. J'ai assisté à une scène dont le souvenir m'est resté comme celui d'un soufflet reçu en plein visage. Sur le pas d'une porte se tenait une très vieille femme. Ses cheveux gris échappés de son bonnet s'envolaient autour de sa tête décharnée, et sa rage était si grande que les paroles qu'elle criait s'étranglaient dans sa gorge indistincte. D'abord, les soldats s'étaient mis à rire. Elle avait une bonne tête, la vieille folle. Puis, des mots nous parvinrent. La vieille criait « Lâche! Le Rhin n'est pas là! Il est là-bas! Il est là-bas! Lâche! Lâche !» Une injure qu'on ne méritait pas et qu'il fallait subir. Les rires avaient cessé. Un grand froid avait passé dans les rangs. Les hommes baissaient la tête et regardaient ailleurs. Chacun avait compris la sinistre vérité. Nous étions mal préparés. Une artillerie médiocre, des effectifs menteurs, des généraux incapables. Et l'ennemi, tant dédaigné, apparaissait fort et solide, innombrable, avec une discipline et une tactique parfaites. Le faible rideau de nos 7 corps d'armée, disséminés de Metz à Strasbourg, venait d'être enfoncé par les armées allemandes, comme par des coins puissants. Dès maintenant, cela apparaissait mathématique, nous serions vaincus. C'était le choc de la bravoure inintelligente contre le grand nombre et la froide méthode. On aurait beau disputer plus tard, la défaite malgré tout était fatale, comme la loi des forces qui mènent le monde. La guerre est dans tous les esprits. On attend des nouvelles, on s'inquiète, on s'adapte ou pas. Le jeune Rimbaud écrit à son professeur de rhétorique, Georges Isambard, le 25 août 1870. « Monsieur, vous êtes heureux, vous, de ne plus habiter Charleville. Ma ville natale est superbement idiote entre les petites villes de province. Sur cela, voyez-vous, je n'ai plus d'illusions. On voit pérégriner dans ces rues 200 ou 300 piou-piou.
Cette benoîte population gesticule, prud'homesquement spadassine, bien autrement que les assiégés de Metz et de Strasbourg. C'est effrayant, les épiciers retraités qui revêtent l'uniforme. C'est épatant, comme ça a du chien, les notaires, les vitriers, les percepteurs, les menuisiers et tous les ventres qui, chasse-peau au cœur, font du patriotisme aux portes de Mézières. Ma patrie se lève. Moi, j'aime mieux la voir assise. Ne remets pas les bottes, c'est mon principe. Je suis dépaysé, malade, furieux. J'espérais des bains de soleil, des promenades infinies, du repos, des voyages, des bohémienneries, enfin. J'espérais surtout des journaux, des livres. Rien, rien. Le courrier n'envoie plus rien aux libraires. Paris se moque de nous joliment. Pas un seul livre nouveau. C'est la mort. Me voilà réduit en fait de journaux à l'honorable courrier des Ardennes. On est exilé dans sa propre patrie. Heureusement, j'ai votre chambre. Vous vous rappelez la permission que vous m'avez donnée? J'ai emporté la moitié de vos livres. J'ai les fêtes galantes de Paul Verlaine. C'est fort bizarre, très drôle. Mais vraiment, c'est adorable. Les donneurs de sérénades et les belles écouteuses échangent des propos fades sous les ramures chanteuses. Achetez, je vous le conseille, la bonne chanson du même poète. Ça vient de paraître. Je ne l'ai pas lu, rien n'arrive ici. Mais plusieurs journaux en disent beaucoup de bien. Au revoir. Envoyez-moi une lettre de 25 pages poste restante. Et bien vite. Arthur Rimbaud. De Croisset, Flaubert écrit le 18 août 1870. Eh bien, nous sommes dans de beaux draps. L'Empire n'est plus qu'une question de jours, mais il faut le défendre jusqu'au bout. Mes pauvres parents de Champagne nous ont écrit ce matin une lettre épouvantée. Ils se disposent à déménager comme en 1815. Mais nous n'en sommes pas encore là, Dieu merci. Après la retraite d'Alsace, les troupes ont été regroupées à Châlons. Écoutons Zola. L'après-midi du 21 août, Maurice la passa à flâner au travers du camp de Châlons en quête de nouvelles. Il tâcha de se procurer les journaux. Il apprit seulement alors les événements de Paris, le coup de foudre de la défaite sur tout un peuple certain de la victoire, l'émotion terrible des rues, la convocation des chambres et les mutations dans l'armée. Le général Trochu nommé gouverneur de Paris, le maréchal de Mac-Mahon mis à la tête de l'armée de Châlons et Bazaine prenant le commandement suprême à la demande de l'empereur. On sentait un effarement, une irrésolution immense, des plans opposés qui se combattaient et se succédaient d'heure en heure. Le 28 août, le ministre de la Guerre demande au maréchal de Mac-Mahon de porter secours à Bazaine, enfermé dans Metz, avec 170 000 hommes. Le 31 août, Mac-Mahon doit abandonner Bazaine pour se porter en urgence sur Sedan. Zola nous entraîne sur le champ de bataille. Le 2 septembre, au petit jour, dans le brouillard épais, le clairon sonne de tout son souffle. Mais l'air est si noyé d'eau que la sonnerie joyeuse s'étouffe. Et les hommes de la compagnie, qui n'ont pas même eu le courage de dresser les tentes, roulés dans les toiles, couchés dans la boue, ne s'éveillent pas. Il faut les secouer un à un, les tirer de ce néant, et ils se soulèvent comme des ressuscités, livides, les yeux pleins de la terreur de vivre. Où sommes-nous? On ne distingue rien à 20 mètres devant soi. On ne serait pas capable de dire de quel côté est Sedan. Mais à ce moment, le canon, quelque part, très loin, frappe nos oreilles. Ah oui, c'est pour aujourd'hui, on se bat. Tant mieux, on va donc en finir. On va les voir enfin, ces Prussiens qu'on est venus chercher et devant lesquels on fuit depuis tant de mortelles heures. On va donc leur envoyer des coups de fusil, s'alléger de ces cartouches qu'on a apportées de si loin sans en brûler une seule. Cette fois, nous le sentons tous, c'est l'inévitable bataille. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent.
où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert, où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Retrouvons Zola au moment où Napoléon III, qui a voulu être au plus près des combats, se trouve dans une auberge proche du champ de bataille. Apprenant que la bataille était perdue, que le désastre allait être effroyable, l'empereur se promena quelques minutes en silence dans son cabinet, de son pas vacillant de malade. Son dos semblait se courber davantage comme sous l'écroulement d'un monde. Tandis que son regard disait la résignation du fataliste qui a joué et perdu contre le destin la partie dernière. S'arrêtant soudain devant la fenêtre entr'ouverte, il eut un geste tremblant et murmura « Oh, ce canon qu'on entend depuis ce matin !» Le grondement des batteries arrivait avec une violence extraordinaire. C'était un roulement de foudre dont tremblaient les vitres et les murs eux-mêmes. Un fracas obstiné, incessant, désespérant. La lutte désormais était sans espoir. Toute résistance devenait criminelle. À quoi bon du sang versé encore, puisqu'on était vaincu, que c'était fini? Pourquoi se massacrer davantage? Alors, lui vint l'irrésistible besoin d'être le maître une dernière fois. Le seul ordre qu'il dut donner encore allait être de hisser le drapeau blanc sur la citadelle afin de demander un armistice. Oh, ce canon, mais prenez un drap, une nappe, n'importe quoi, courez vite, pourvu qu'on le fasse taire. Quelque temps plus tard, on aperçut, se dirigeant vers l'ennemi, un général français vêtu d'une tunique bleue, monté sur un cheval noir, et que précédait un hussard avec un drapeau blanc. C'était le général Reille, chargé par l'empereur de porter au roi de Prusse cette lettre. « Monsieur mon frère, n'ayant pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de votre majesté. Je suis de votre majesté le bon frère Napoléon. » L'empereur se livrait, espérant attendrir le vainqueur. Le roi de Prusse répondit qu'il acceptait l'épée en attendant l'envoi d'un officier qui pourrait traiter de la capitulation. Wimpfen, qui avait succédé à MacMahon blessé au combat, fut chargé de cette mission. Accompagné de Castelnau, représentant de Napoléon III, il rencontra le chef des armées prussiennes, Moltke, et le chancelier Bismarck. Je désirerais connaître les conditions que Sa Majesté le roi de Prusse est disposé à nous accorder. Elles sont bien simples. L'armée tout entière prisonnière avec armes et bagages. On laissera aux officiers leurs armes comme un témoignage d'estime pour leur valeur, mais ils seront prisonniers de guerre comme la troupe. L'armée ne pourrait-elle pas se retirer, soit en une partie de la France désignée par la Prusse, soit en Algérie, à la condition de ne plus servir pendant la guerre? Ce fut au tour de Bismarck d'intervenir. La France a déclaré la guerre. L'Allemagne souhaite le prompt rétablissement de la paix. Le meilleur moyen de l'assurer, c'est de priver la France de toute possibilité de reformer une armée. Nous avons donc décidé que vos troupes seraient conduites en Allemagne. Puis, il laissa percer les conditions de la paix.
L'Allemagne réclamerait l'Alsace, la Lorraine et 4 milliards de francs or. Notre armée n'est point si abattue. Nous pouvons encore l'appeler aux armes pour une tentative suprême. Vous n'avez pas de vivres, vous n'avez pas de munitions. Vous pouvez vérifier les positions de l'armée allemande. Avec notre artillerie, nous pouvons en 2 heures vous anéantir. Et en effet, 500 canons étaient braqués autour de Sedan. Il n'y avait plus de place pour les paroles. D'une voix hésitante, Castelnau rompit le silence. L'empereur m'a chargé de faire remarquer à Sa Majesté qu'il lui avait envoyé son épée sans condition et s'était remis personnellement à sa merci. En retour, il espérait qu'un si complet abandon toucherait l'âme du roi. « Est-ce tout ?» demanda Bismarck. « Quelle est l'épée qu'a rendue Napoléon? Est-ce l'épée de la France ou son épée à lui? Si c'est l'épée de la France, votre message pourrait avoir un caractère des plus graves. » « C'est seulement l'épée de l'empereur, » répondit Castelnau. S'il en est ainsi, cela ne change rien aux conditions. Quant à l'empereur, il obtiendra pour sa personne tout ce qu'il lui plaira de demander. Français et Allemands se séparaient. Déjà, on avait demandé les chevaux. Rien ne s'était conclu. Entre ceux qui venaient de se combattre, qui demain peut-être s'entretueraient, régnait un silence impressionnant. Nous recommencerons la bataille. Soit. La trêve expire demain à 4 heures. À 4 heures, j'ouvrirai le feu. Bismarck intervint. « Ah, général, toute résistance serait désormais folie. » Le 3 septembre au soir, à Paris, la nouvelle de la chute de Sedan éclate comme un coup de tonnerre. Le préfet de police adresse cette dépêche à l'impératrice restée aux Tuileries. L'agitation est très grande dans Paris. Des bandes sillonnent les boulevards. On a entendu des cris de déchéance mêlés à ceux de « Vive la République ». Plusieurs centaines d'individus ont attaqué un poste de police. Les assaillants ont été repoussés, les chefs arrêtés. L'un d'eux avait un long poignard. L'impératrice à sa mère. Paris, le 4 septembre. Madame la comtesse de Montiraud, le général Wimpfen, qui avait pris le commandement après la blessure de MacMahon, a capitulé et l'empereur a été fait prisonnier. Seul, sans commandement, il a subi ce qu'il ne pouvait empêcher. Toute la journée, il a été au feu. Du courage, chère mère. Si la France veut se défendre, elle le peut. Je ferai mon devoir. Ta malheureuse fille, Eugénie. Le même jour, rapporte Pierre de la Gorce, la souveraine prend conseil auprès du général Mélinet, chargé de sa sécurité. Général, pensez-vous qu'on puisse défendre le château des Tuileries sans faire usage des armes? Madame, je ne le crois pas. Alors il n'y a plus rien à faire, car je ne veux pas de guerre civile. À cet instant, le préfet de police entre brusquement. « Nous sommes trahis !» s'écrie-t-il. « Toute résistance est impossible. Le salut de Sa Majesté exige un départ immédiat. » Ont-elles un fiacre? Où chercher un asile? On se souvient que, tout près du bois, demeure un dentiste américain, le docteur Evans. C'est là que la pauvre princesse éperdue vient demander refuge. Des Tuileries, en ce lieu vulgaire, Shakespeare eût-il imaginé mieux? L'abri est sûr. Mais qu'est-il besoin de craindre? Le drame est tout entier dans les événements, non dans le sort des acteurs.
2 mois après le début de la guerre, les 9/10 de l'armée régulière sont hors de combat. Restent encore les gardes mobiles, militaires de réserve sans entraînement, qui seront rapidement faits prisonniers. Depuis Bruxelles, Victor Hugo suit de très près les événements. Il note. 4 septembre, la déchéance de l'empereur est proclamée. À 1h, réunion des proscrits chez moi. À 3h, reçu un télégramme de Paris. Venez. Pendant le dîner, nouveau télégramme. À l'hôtel de ville, un gouvernement provisoire, dit de défense nationale, a été nommé par acclamation. Il se compose de tous les députés de Paris, à l'exception de Thiers. 5 septembre, à midi, comme j'allais partir, un jeune homme, un Français, m'a abordé sur la place de la Monnaie et m'a dit « Monsieur, on me dit que vous êtes Victor Hugo. »« Oui. »« Soyez assez bon pour m'éclairer. Je voudrais savoir s'il est prudent d'aller à Paris en ce moment. » Je lui ai répondu « Monsieur, c'est très imprudent, mais il faut y aller. » Nous sommes entrés en France à 4h, profond respect du commissaire de police. Dans les gares où s'arrêtait le train, on m'a reconnu presque partout. À notre arrivée à Paris, une foule immense m'attendait, accueil indescriptible. J'ai dit au peuple, vous me payez en 1 heure 20 ans d'exil. La reddition des troupes de Sedan libère les forces prussiennes qui déferlent vers l'ouest sans rencontrer de grande opposition et vont mettre le siège devant Paris au bord de l'insurrection. Goncourt note le 8 septembre. Les pelouses du parc de Saint-Cloud disparaissent sous les pantalons rouges des lignards qui s'exercent. Et l'on peut se croire au milieu de la guerre, à se voir entouré de ces hommes répandus sous les grands arbres, courant au pas gymnastique, agenouillés, couchés sur l'herbe et faisant à blanc aujourd'hui le simulacre de la fusillade qu'ils auront à faire demain. Sur le boulevard commence le défilé de la garde nationale. À voir dans les rangs ces barbes grises mêlées aux mentons imberbes, ces redingotes côte à côte avec les blouses, à voir ce mélange de peuple et de bourgeois improvisés soldats et prêts à mourir ensemble, on se demande s'il ne se fera pas un de ces miracles qui viennent en aide aux nations qui ont la foi. Flaubert à Edma Roger Desgenettes, le 14 septembre. Mes pauvres parents de Champagne sont à Croisset depuis 15 jours. L'ennemi n'était plus qu'à 10 lieues de chez eux. Ma maison regorge de monde. Nous nous attendons d'un moment à l'autre à la visite des Prussiens qui vont venir se refaire chez nous pendant le siège de Paris. Je passe mon temps à exercer mes hommes, à prendre moi-même des leçons d'art militaire et à remonter le moral du troupeau de femmes dont je suis accablé. Votre sexe enchanteur est bien embêtant quelquefois, je vous le jure. L'attente continuelle. Voilà le pire. Nous sommes assaillis par des bandes de pauvres. Que sera-ce la semaine prochaine? À la grâce de Dieu, je suis prêt et résigné à tout. Gustave Flaubert. Le 19 septembre, Paris est encerclé. Goncourt rapporte. Le canon tonne toute la matinée. On voit défiler des bataillons de mobiles qui vont au feu et s'ouvrent difficilement un passage parmi le flot des derniers habitants extramuros qui entrent dans Paris, auxquels se mêlent des pelotons de gardes nationaux et des bandes de fuyards. Il y a chez tous comme un affolement de la peur. À Paris, note encore Goncourt, toujours de placides pêcheurs à la ligne, mais aujourd'hui tous coiffés d'un képi de garde nationale. Les fenêtres des galeries du Louvre sont blindées avec des sacs de sable. Au Luxembourg, des milliers de moutons, serrés et remuants. Place du Panthéon, des places des pavés. Dans la cour de la bibliothèque Sainte-Geneviève, une montagne de sable. Sur le boulevard de Port-Royal, des filles à soldats endimanchés qui chantent des airs patriotiques.
tout le long des boulevards et des deux côtés des bestiaux inquiets et menaçants, bousculant les marronniers et les pissotières, et dont les beuglements vont se répétant jusqu'au bout de l'avenue infinie. On ne boit pas dans les cabarets, on ne cause même pas. On dirait une population figée. Le soleil se couche dans une grande clarté jaune d'or qui fait noires et diffuses les silhouettes des gens armés qui regagnent leur logis dans l'incendie aveuglant de la chaussée empoussiérée. Écoutons la lettre aux Parisiens de Victor Hugo. Il paraît que les Prussiens ont décrété que la France serait Allemagne et que l'Allemagne serait Prusse. Que moi qui parle, né, Lorrain, je suis allemand, qu'il faisait nuit en plein midi, que dorénavant la pensée, la conscience, l'art, le progrès, l'intelligence commenceraient à Potsdam et finiraient à Spandau. Cet avenir est-il possible? Répondons simplement par un sourire. Deux adversaires sont en présence en ce moment. D'un côté, la Prusse, toute la Prusse, avec 900 000 soldats. De l'autre, Paris, avec 400 000 citoyens. D'un côté, une armée. De l'autre, un peuple. D'un côté, la nuit, de l'autre, la lumière. C'est le vieux combat de l'archange et du dragon qui recommence. J'en suis fâché pour vous, Prussiens, mais il faut renoncer à cette guerre à cache-cache où vous nous tuez sans que nous ayons l'honneur de vous connaître. L'imbécilité ne nous commande plus. Prenez-en votre parti. La victoire, maintenant, exigera un peu d'imprudence. Vous avez deux ressources qui ne feront pas précisément l'admiration de l'Europe. Affamer Paris, bombarder Paris. Faites, nous attendons vos projectiles. Paris se défendra victorieusement, soyez tranquilles. Tous au feu, citoyens. Il n'y a plus désormais que la France ici et la Prusse là. Les griefs, les ressentiments, les rancunes, les haines, jetons ça au vent. Est-ce qu'il y a eu des proscrits? Je n'en sais rien. Quelqu'un a-t-il été en exil? Je l'ignore. Aimons-nous pour lutter ensemble, face à l'ennemi. Nous nous appelons tous France, Paris, muraille. La jeune révolutionnaire Louise Michel rapportera plus tard. L'ennemi approchait, tant mieux. Paris, en une sortie torrentielle, écraserait l'invasion. Les armées de province se rejoindraient. N'avait-on pas la République? Et la paix reconquise, elle ne serait pas la République guerroyeuse, agressive aux autres peuples. L'international remplirait le monde. Et dans la conviction profonde du devoir, on demandait des armes que le gouvernement refusait. Peut-être craignait-il d'armer les révolutionnaires. Peut-être en manquait-il réellement. On avait des promesses, c'était tout. Les Prussiens continuaient d'avancer. Le gouvernement jurait qu'on ne se rendrait jamais et rassurait la foule en publiant une note officielle donnant le chiffre des approvisionnements. Certains ont quitté Paris avant l'encerclement du 19 septembre. Dès le 2 septembre, Goncourt notait « J'ai rencontré au sortir du Louvre Chenevière qui me dit qu'il part demain pour Brest afin d'escorter le 3e convoi d'étoiles du Louvre qu'on a enlevé des cadres, qu'on a roulé et qu'on envoie pour les sauver des Prussiens dans l'Arsenal ou le bagne de Brest. » Au même moment, le peintre Eugène Boudin écrivait à son frère « En dépit de la guerre avec l'Allemagne, je suis en Bretagne. Je ne vois que réunions de paysans s'alignant pour l'exercice. J'ai presque honte de faire autre chose que de me disposer à défendre nos foyers.
Je vais gaillardement croquer les femmes devant l'église et sans m'en douter, je mets de l'inquiétude au cœur des populations. On me prend pour un espion. Le 12 septembre, après avoir organisé le transport de ses tableaux, une bonne cinquantaine de caisses, le marchand d'art Paul Durand-Ruel quittait la galerie Laffitte à Paris pour gagner Londres. Il allait y diffuser l'art français et soutenir de nombreux artistes, dont Tissot, Corot, et de futurs impressionnistes également exilés, tels Pissarro, Monet, Sisley. Nombre de chefs-d'œuvre naîtraient ainsi sur les bords de la Tamise, dans l'atmosphère brumeuse et industrielle du Londres victorien. Le 20 septembre, c'est l'échec d'une tentative de négociation du nouveau gouvernement avec Bismarck. Elle n'avait aucune chance d'aboutir, à en croire un communiqué paru dans l'Indépendant rémois. Le gouvernement allemand est disposé à traiter avec la France, mais ne peut entrer en négociation qu'avec l'empereur, l'impératrice ou le maréchal Bazaine, chef des armées. L'empereur est prisonnier, la régente est hors de France, le maréchal Bazaine est donc seul en mesure de traiter. C'est lui seul qui dispose des forces nécessaires pour servir de garantie aux négociations. Or, le gouvernement de défense nationale, en se constituant, n'a pas songé à faire figurer Bazaine parmi ses membres. L'ennemi a compris aussitôt tout le parti qu'il pouvait tirer de cette incohérence. En attirant Bazaine sur le terrain des négociations, la Prusse va le détourner de l'accomplissement de ses devoirs militaires. Résolu à poursuivre la lutte, Gambetta, ministre de l'Intérieur, télégraphie au préfet. Paris jure de résister à outrance, que les départements se lèvent. Et il quitte Paris le 7 octobre en ballon pour gagner Tours où siègent déjà quelques services de l'État. Flaubert écrit alors à sa nièce Caroline. Depuis l'arrivée de Gambetta à Tours, il me semble qu'il y a un peu plus d'ordre et de commandement. Que dis-tu de son voyage en ballon au milieu des balles? C'est coquet. Je crois que nos ennemis commettent une faute grossière en incendiant les villages. Le paysan, qui est plat comme une punaise par amour de son bien, se transforme en bête féroce dès qu'il a perdu sa vache. Les cruautés inutiles amènent des représailles sourdes. Les francs-tireurs leur tuent beaucoup de monde. Ah, si nous avions de l'artillerie et un vrai chef, ton vieux bonhomme d'oncle, Gustave. Après 2 mois de vaines négociations, les vivres commençant à manquer, Bazaine décide de capituler. Le 27 octobre 1870, il livre Metz et son armée de 173 000 hommes à l'ennemi. C'est un désastre, pire que Sedan. L'armée de Bazaine est la plus puissante des armées françaises et elle a à peine combattu. Gambetta crie à la trahison, et on peut le comprendre. Après la prise de Sedan, l'armée allemande n'a plus qu'à déferler comme une avalanche sur l'armée de la Loire. Désormais, impossible de négocier. On n'a même plus d'interlocuteurs reconnus comme légitimes par l'ennemi. Il faut procéder au plus vite à de nouvelles élections. Mais avec le nouveau projet d'armistice, Paris se sent trahi. Alors, écrit Louise Michel, la nouvelle des défaites, l'incroyable mystère dont le gouvernement avait voulu les couvrir, la résolution de ne jamais se rendre et la certitude qu'on se livrait en secret firent l'effet d'un courant glacé précipité dans un volcan en ignition. On respirait du feu, de la fumée ardente, et comme on criait au 4 septembre « Vive la République !», on cria au 31 octobre « Pas d'armistice, résistance à mort, vive la Commune !» Ce mouvement insurrectionnel échoue à Paris, comme échoueront des mouvements similaires à Lyon et Marseille les jours suivants. La bourgeoisie française, note un contemporain, se voyait alors, non sans une certaine mélancolie,
entre les Prussiens, qui lui mettaient le pied sur la gorge, et ceux qu'elle appelait les Rouges, et qu'elle ne voyait plus qu'armés de poignards. Je ne sais de ces mots lequel lui faisait le plus peur. Elle haïssait plus l'étranger, mais elle redoutait davantage les Bellevillois. Après une brève éclaircie, avec la reprise d'Orléans le 9 novembre, la situation se dégrade dans la moitié nord de la France et à Paris même. Seul, Belfort a tenu bon face à la pression allemande grâce à Denfert Rochereau. La retraite française se fait dans le plus grand désordre. C'est dans ce contexte que Maupassant a situé le début de sa nouvelle, Boule de Suif. Pendant plusieurs jours de suite, des lambeaux d'armées en déroute avaient traversé Rouen. Ce n'était point de la troupe, mais des hordes débandées. Les hommes avaient la barbe longue et sale, des uniformes en guenilles, et ils avançaient d'une allure molle, sans drapeau, sans régiment. Leur chef, ancien commerçant en drap ou en graines, ex-marchand de suif ou de savon, guerrier de circonstance, nommés officiers pour leurs écus ou la longueur de leurs moustaches, couverts d'armes, de flanelles et de galons, parlaient d'une voix retentissante, discutaient plans de campagne et prétendaient soutenir seuls la France agonisante sur leurs épaules de fanfarons. Mais ils redoutaient parfois leurs propres soldats, gens de sacs et de cordes, souvent braves à outrance, pillards et débauchés. Les Prussiens allaient entrer dans Rouen, disait-on. La garde nationale, qui depuis 2 mois faisait des reconnaissances très prudentes dans les bois voisins, fusillant parfois ses propres sentinelles et se préparant au combat quand un petit lapin remuait sous des broussailles, était rentrée dans ses foyers. Ses armes, ses uniformes, tout son attirail meurtrier dont elle épouvantait naguère les bornes des routes nationales à 3 lieues à la ronde, avait subitement disparu. Les derniers soldats français venaient enfin de traverser la Seine. Et, marchant après tous, le général, désespéré, ne pouvant rien tenter avec ses loques disparates, et perdu lui-même dans la grande débâcle d'un peuple, habitué à vaincre et désastreusement battu, malgré sa bravoure légendaire, s'en allait, à pied, entre 2 officiers d'ordonnance. Puis un calme profond, une attente épouvantée et silencieuse avait plané sur la cité. Beaucoup de bourgeois bedonnants, émasculés par le commerce, attendaient anxieusement les vainqueurs, tremblants qu'on ne considérât comme une arme leurs broches à rôtir ou leurs grands couteaux de cuisine. La vie semblait arrêtée, les boutiques étaient closes, la rue muette. Quand l'armée allemande arriva, déroulant ses bataillons qui faisaient sonner les pavés sous leurs pas durs et rythmés, des yeux guettaient derrière les volets ces hommes victorieux, maîtres de la cité, des fortunes et des vies, de par le droit de guerre. Les habitants, dans leurs chambres assombries, avaient l'affolement que donnent les cataclysmes, les grands bouleversements meurtriers de la terre contre lesquels toute sagesse et toute force sont inutiles. À chaque porte, les petits détachements frappaient, puis disparaissaient dans les maisons. C'était l'occupation après l'invasion. Le devoir commençait pour les vaincus de se montrer gracieux envers les vainqueurs. La délégation de Tours, se sentant désormais à la portée de l'ennemi, le gouvernement se transporte à Bordeaux avec tous ses fonctionnaires. À Paris, on ne parle plus que de ce qui se mange. La conversation n'est plus que cela. Hier, nous avons mangé du cerf,
Avant-hier, de l'ours. Les 2 jours précédents, de l'antilope. Ce sont des cadeaux du jardin des plantes. Aujourd'hui, j'ai mangé du rat. J'ai vu des côtelettes de chien. C'est vraiment très appétissant. Ça a tout l'air de côtelettes de mouton. Les Parisiennes élégantes commencent à transformer leur cabinet de toilette en poulailler. Ah, c'est l'éclairage qui va aussi manquer. Et par le froid qu'il fait, on ne trouvera bientôt plus ni charbon de terre, ni coke, ni bois. Malgré tout cela, on va aux bombes comme on irait au feu d'artifice. Et il faut des gardes nationaux pour maintenir la foule. Les Prussiens tirent même sur les hôpitaux. Ils bombardent le Val-de-Grâce. Hugo exhale son désespoir. Guerre, ô guerre, occupée au choc des escadrons, toute pleine de bruit furieux des clairons, ô buveuse de sang qui, farouche, flétrie, hideuse, entraîne l'homme en cette ivrognerie. Folle, immense, de vent et de foudre, armée, à quoi sers-tu, géante? À quoi sers-tu, fumée? Si tu ne sais, dans l'ombre où ton hasard se vautre, défaire un empereur que pour en faire un autre. Quoi? Tout s'évanouirait dans un coup de canon? Quoi? Ton rêve, ô Paris, serait un rêve? Non. Face au capitular du gouvernement provisoire, ou gouvernement de la défection nationale, comme on commence à le surnommer, le comité central républicain des 20 arrondissements de Paris fait placarder sur les murs de la capitale, le 6 janvier 1871, la célèbre affiche rouge qui se termine par ces mots. « Place au peuple, place à la commune !» Louise Michel racontera plus tard. Sur l'insistance de Paris à réclamer des sorties, le 19 janvier, le gouvernement consentit enfin à laisser la garde nationale tenter de reprendre Montretout et Buzenval à l'ouest de Paris. Elle rapporte les propos d'un soldat du 19e régiment évoquant la bataille de Montretout. Jamais je n'ai vu une bataille aussi terrible. Nous, les gardes nationaux, nous étions mitraillés en face par les Prussiens, derrière par le Mont Valérien qui envoyait ses obus sur nous, croyant viser l'armée ennemie. Sur la droite, nous étions mitraillés encore par une batterie française placée à Rueil. Elle trouvait le moyen de nous prendre pour des Prussiens. Malgré cela, pas un ne bougeait de sa place. Et ceux qui avaient épuisé leurs cartouches prenaient celles des morts. En ce 19 janvier, poursuit Louise Michel, sans la trahison ou l'imbécilité, la trouée était faite. Paris dégagé, la France délivrée. Trochu, Ducrot, Videnois et tutti quanti ne l'ont pas voulu. La République victorieuse eut refoulé loin dans le passé les espérances de l'Empire. Il fallait, pour une restauration impériale, que la République sombrât. Et c'est ce qui fut tenté. Cette bataille coûta la vie à quelques milliers d'hommes. Après l'échec sanglant de la sortie militaire de Montretout, Trochu démissionne. La situation de la capitale est désespérée. Le gouvernement de défense nationale engage des pourparlers avec Bismarck à Versailles, mais de nouveau, les esprits s'échauffent à Paris dans les nombreux clubs, lieux privilégiés de l'expression populaire. Louise Michel, qui animait alors le club de la Révolution, se souvient. Le 22 janvier à midi, une foule énorme, en grande partie désarmée, emplit la place de l'hôtel de ville. De temps en temps, une clameur monte. Déchéance! Soudain, un coup de feu, isolé. Moins d'une seconde après, une fusillade compacte balaie la place. Ceux qui sont armés répondent. Les passants, les curieux tombent autour de nous. Une barricade soutient quelque temps le feu contre l'hôtel de ville, puis il faut se retirer.
Les poursuites commenceront de suite. Alors tout deviendra club, la rue sera tribune, les pavés se soulèveront d'eux-mêmes. Le 28 janvier, le gouvernement signe la capitulation de Paris. Un armistice de 3 semaines permettra d'élire une Assemblée nationale qui décidera de la paix ou de la poursuite de la guerre. Ainsi l'a exigé Bismarck. C'est Paris qui est réduit, ce n'est pas la France, s'écrie Gambetta, qui refuse d'obéir, sentant bien que cette défaite, c'est aussi celle de la République. Mais le parti de la guerre doit s'incliner devant celui de la paix. Le 1er février, Flaubert écrit à sa nièce qui se trouve en Angleterre. La capitulation de Paris, à laquelle on devait s'attendre pourtant, nous a plongés dans un état indescriptible. C'est à se pendre de rage. La France est si bas, si déshonorée, si avilie, que je voudrais sa disparition complète. Mais j'espère que la guerre civile va nous tuer beaucoup de monde. Puissé-je être compris dans le nombre. Comme préparation à la chose, on va nommer des députés. Quelle amère ironie. Bien entendu que je m'abstiendrai de voter. Je ne porte plus ma croix d'honneur, car le mot honneur n'est plus français. Oh, quelle haine, quelle haine. Elle m'étouffe. Moi qui étais née si tendre, j'ai du fiel jusqu'à la gorge. Adieu, je t'embrasse. Ton vieil oncle Gustave. Maupassant a évoqué l'occupation prussienne en Normandie dans sa nouvelle Mademoiselle Fifi. Une pluie normande tenace tombe depuis le matin, et l'on s'ennuie ferme dans le château du Ville, où sont installés le major commandant prussien, comte de Pfalzberg, et quelques officiers, dont le marquis Wilhelm d'Erick. C'est, écrit Maupassant, un tout petit blondin, fier et brutal avec les hommes, dur aux vaincus et violent comme une arme à feu. Ses camarades ne l'appellent plus que Mademoiselle Fifi, en raison de sa taille fine et de l'habitude qu'il a prise d'employer à tout moment la locution française « Fille, fille donc !» Pour tromper leur ennui à tous, le capitaine propose d'organiser un souper galant avec des dames de Rouen. Et le major, d'abord surpris, y consent. Une grande voiture détala sous la pluie au galop de 4 chevaux. Le commandant ouvrit la fenêtre. Tous les officiers regardaient la large vallée embrumée et tout au loin, le clocher de l'église dressé comme une pointe grise dans la pluie battante. Depuis leur arrivée, il n'avait plus sonné. C'était du reste la seule résistance que les envahisseurs eussent rencontrée aux environs, celle du clocher. Le curé ne s'était nullement refusé à recevoir et à nourrir les soldats prussiens. Mais il ne fallait pas lui demander un seul tintement de sa cloche. Il se serait plutôt laissé fusiller. C'était sa manière à lui de protester devant l'invasion, protestation pacifique, protestation du silence. Le village entier, enthousiasmé par cette résistance, était prêt à soutenir jusqu'au bout son pasteur, à tout braver, considérant cette protestation tacite comme la sauvegarde de l'honneur national. Le commandant et ses officiers riaient ensemble de ce courage inoffensif et toléraient volontiers son patriotisme muet. Quand le baron signala un lointain roulement, tous se précipitèrent. Et bientôt, la grande voiture accourut, avec ses 4 chevaux toujours au galop, crottés jusqu'au dos, fumant et soufflant. 5 femmes descendirent sur le perron, 5 belles filles choisies avec soin par un camarade du capitaine. Elles ne s'étaient point fait prier, sûres d'être bien payées, connaissant d'ailleurs les Prussiens depuis 3 mois qu'elles en tâtaient, et prenaient leur parti des hommes comme des choses.
Le capitaine, radieux, s'empara des femmes, comme d'une chose familière. Il les répartit entre les 5 hommes. Et c'est la plus petite de toutes, Rachel, une juive brune, toute jeune, à l'œil noir comme une tache d'encre, qui fut attribuée au frêle marquis Wilhelm d'Eyrick. Il y eut beaucoup de baisers, des baisers d'attente. On s'assit, le commandant lui-même semblait enchanté, les filles, saoules aux premières bouteilles de vin, redevenaient elles-mêmes, buvaient dans tous les verres, chantaient des couplets français et des chansons allemandes apprises dans leur rapport quotidien avec l'ennemi. Bientôt, les hommes eux-mêmes se laissèrent griser par cette chair de femme étalée sous leur nez et sous leurs mains. Le commandant seul gardait de la retenue. Mademoiselle Fifi avait pris Rachel sur ses genoux. Tantôt, il embrassait follement les frisons d'ébène de son cou, tantôt, à travers l'étoffe, il la pinçait avec fureur, la faisait crier, saisie d'une férocité rageuse, mais soudain, il la mordit si profondément qu'une traînée de sang descendit sur le menton de la jeune femme et coula dans son corsage. Elle le regarda bien en face et, lavant la plaie, murmura « Ça se paye, cela !» Il se mit à rire d'un rire dur. « Je paierai, dit-il. » Le capitaine, voulant sans doute rendre à l'orgie un air galant, leva son verre et prononça « À nos victoires sur les cœurs !» Alors le lieutenant Otto, envahi brusquement de patriotisme alcoolique, cria « À nos victoires sur la France !» Toutes grises qu'elles étaient, les femmes se turent, et Rachel, frissonnante, se retourna. « Tu sais, j'en connais des Français devant qui tu ne dirais pas ça. » Mais le petit marquis, la tenant toujours sur ses genoux, se mit à rire, rendu très gai par le vin. « Je n'en ai jamais vu, moi. Sitôt que tout paraissons, ils foutent le camp. » La fille exaspérée lui cria dans la figure « Tu mens, salaud !»« Ah oui, parlons-en, la belle. Nous sommes leurs maîtres. À nous, la France !» Elle quitta ses genoux d'une secousse et retomba sur sa chaise. Les autres, tout à fait saouls, saisirent leur verre en vociférant « Vive la Prusse !» et les vidèrent d'un seul trait. Les filles ne protestaient point, réduites en silence et prises de peur. Rachel elle-même se taisait, impuissante à répondre. Alors le petit marquis leva sa coupe de champagne. « À nous aussi, toutes les femmes de France !» Rachel, les lèvres tremblantes, balbutia d'une voix étranglée de colère. « Ça n'est pas vrai, par exemple. Vous n'aurez pas les femmes de France. » Il s'assit pour rire à son aise et, cherchant l'accent parisien, « Elle est bien bonne, bien bonne. Alors, qu'est-ce que tu viens faire ici, petite ?» Moi, je ne suis pas une femme. Je suis une putain. Et c'est bien tout ce qu'il faut pour les Prussiens. Elle n'avait point fini qu'il la giflait à toute volée. Mais, comme il levait encore la main, affolée de rage, elle saisit sur la table un petit couteau de dessert à lame d'argent, et si brusquement qu'on ne vit rien d'abord, elle lui piqua dans le cou, juste au creux où la poitrine commence. Un mot qu'il prononçait fut coupé dans sa gorge. Il resta béant, avec un regard effroyable. Tous poussèrent un rugissement et se levèrent en tumulte, mais Rachel courut à la fenêtre, l'ouvrit avant qu'on pût l'atteindre et s'élança dans la nuit sous la pluie qui tombait toujours. En 2 minutes, mademoiselle Fifi fut morte. 50 hommes, fouettés de menaces, furent lancés dans le parc. 200 autres fouillèrent les bois et toutes les maisons de la vallée. Au matin, tout le monde rentra. 2 soldats avaient été tués. On n'avait pas retrouvé Rachel. Alors, les habitants furent terrorisés, les demeures bouleversées, toute la contrée parcourue, battue, retournée. La jeune juive ne semblait pas avoir laissé une seule trace de son passage. Comme il lui fallait un prétexte afin de sévir sans contrainte, le commandant fit venir le curé et lui ordonna de sonner la cloche pour l'enterrement du marquis d'Eyrick. Contre toute attente,
le prêtre se montra docile, humble, plein d'égards. Et quand le corps de mademoiselle Fifi, porté par des soldats en armes, quitta le château d'Uville, allant au cimetière, pour la première fois la cloche sonna son glas funèbre avec une allure allègre, comme si une main amie l'eût caressé. Elle sonna le soir encore, et le lendemain aussi, et tous les jours. Elle carilla tant qu'on voulut, parfois même la nuit. Tous les paysans du lieu la dirent alors ensorcelée, et personne, sauf le curé et le sacristain, n'approchait plus du clocher. C'est qu'une pauvre fille vivait là-haut, dans l'angoisse et la solitude, nourrie en cachette par ces deux hommes. Elle y resta jusqu'au départ des troupes allemandes. Les élections du 8 février 1871 débouchent sur une large victoire des conservateurs menée par Adolphe Thiers. Le premier objectif du nouveau gouvernement, négocier la paix et réorganiser le pays. Comme on s'y attendait, les préliminaires du traité prévoient non seulement l'annexion d'Alsace et de la Moselle, mais aussi une indemnité de 5 milliards de francs or. Et pour que Belfort soit laissé à la France, Thiers a dû accepter l'entrée des Allemands à Paris. Du 1er mars jusqu'à l'échange des ratifications, ils pourront occuper le quartier des Champs-Élysées, Passy et Auteuil. Et l'empereur Guillaume compte bien en profiter pour y passer une revue solennelle de ses troupes. Aussi, à Bordeaux, l'Assemblée nationale fait-elle diligence. Finalement, l'occupation de Paris ne durera que 2 jours. Goncourt en fait état dans son journal. 1er mars. Ce matin, Paris n'a plus sa grande voix bourdonnante. Dans ce grand silence de tout l'espace, peu à peu commence à s'élever sourdement le bruit mat et lointain des tambours prussiens qui se rapprochent. Je sens en moi un grand barbouillement et j'ai dans la bouche comme l'arrière-goût d'une cuillerée d'huile de ricin. Et 2 jours plus tard, je suis réveillée par leur musique à eux. Un matin magnifique, avec ces beaux soleils indifférents aux catastrophes humaines, avec un ciel tout plein de cris de corbeaux qu'on n'entend jamais ici à cette époque et qu'ils traînent à leur suite comme les noirs convoyeurs de leurs armées. Ils s'en vont, ils nous quittent enfin. On ne peut croire à cette délivrance. De son côté, Flaubert écrit de Dieppe le lendemain à la princesse Mathilde. Eh bien, c'est fini. La honte est bue, mais pas digérée. Comme j'ai pensé à vous mercredi, et comme j'ai souffert. L'homme qui dort aux Invalides devait se retourner de rage dans son tombeau. Le 1er mars, dans une séance dramatique lors du débat à l'Assemblée sur la ratification des préliminaires du traité de paix, Hugo a pris la parole. Messieurs, Paris, à l'heure qu'il est cloué sur sa croix et saigne aux 4 membres. Eh bien, Paris se résigne à sa mort, mais non à notre déshonneur. Si l'œuvre violente à laquelle on donne en ce moment le nom de traité s'accomplit, si cette paix inexorable se conclut, c'en est fait du repos de l'Europe. L'Allemagne aura 2 provinces de plus. Cela ne sera jamais fait. Prendre n'est pas posséder. Possession suppose consentement. L'Alsace et la Lorraine veulent rester France, elles resteront France malgré tout. Les Prussiens sont vainqueurs, soit. Maîtriseront-ils la France? Non. Dans le présent peut-être,
dans l'avenir, jamais. Je ne voterai point cette paix, parce qu'une paix infâme est une paix terrible. Une telle paix, ce n'est plus la guerre, soit, mais c'est la haine. Oh, une heure sonnera, nous la sentons venir, cette revanche prodigieuse. On verra la France se redresser, on la verra ressaisir la Lorraine, ressaisir l'Alsace et toute la rive gauche du Rhin. Et on entendra la France crier « C'est mon tour, Allemagne, me voilà !» Suis-je ton ennemi? Non, je suis ta sœur. Très bien. Ouais, bravo, très bien. Je t'ai tout repris et je te rends tout, à une condition, c'est que nous ne ferons plus qu'un seul peuple, qu'une seule famille, qu'une seule république. Je vais démolir mes forteresses, tu vas démolir les tiennes. Ma vengeance, c'est la fraternité. Bravo. Soyons les États-Unis d'Europe, soyons la fédération continentale, soyons la liberté européenne, soyons la paix universelle. Oui. Le 10 mars, l'Assemblée décide de se transporter, non à Paris, qu'elle redoute, mais à Versailles. Seul le gouvernement siégera à Paris. Comme si Paris n'était pas la capitale nécessaire de la France, s'est écrié Louis Blanc. Hugo, lui aussi, s'en indigne à l'Assemblée. Je ne siégerai point hors de Paris. Il n'y a d'Assemblée nationale qu'à Paris. Les Prussiens ont démembré la France. Ne la décapitons pas. À l'issue de cette séance, 30 députés démissionnent, dont Hugo, Louis Blanc, Georges Clemenceau, Rochefort, Gambetta, Denfert-Rochereau. Cependant, la ville de Paris est presque livrée à elle-même. Sur l'ordre de son comité central, un détachement de la garde nationale, qui a conservé ses fusils, a enlevé des beaux quartiers pour les soustraire aux Allemands plus de 200 canons qui ont été transportés à Belleville et Montmartre. Le 17 mars, Thiers fait afficher cette proclamation partout dans la ville. Habitants de Paris, depuis quelque temps, des hommes mal intentionnés, sous prétexte de résister aux Prussiens, qui ne sont plus dans nos murs, se sont constitués les maîtres d'une partie de la ville, par ordre d'un comité occulte qui prétend commander seul à une partie de la garde nationale et veut former un gouvernement légal institué par le suffrage universel. Ces hommes, qui vous ont déjà causé tant de mal, affichent la prétention de vous défendre contre les Prussiens, braquant des canons qui, s'ils faisaient feu, ne foudroieraient que vos maisons, vos enfants et vous-même. Votre gouvernement, institué par la nation tout entière, aurait déjà pu reprendre ces canons dérobés à l'État et mettre sous la main de la justice ces criminels qui ne craindraient pas de faire succéder la guerre civile à la guerre étrangère. Mais il a voulu donner aux hommes trompés le temps de se séparer de ceux qui les trompent. Ce temps, il ne faut pas le prolonger indéfiniment. Les canons dérobés à l'État vont être rétablis dans les arsenaux. Le gouvernement compte sur votre concours. Parisiens, nous vous tenons ce langage parce que nous estimons votre bon sens, votre sagesse, votre patriotisme. Thiers, chef du pouvoir exécutif. Ce 18 mars 1871, les événements vont une nouvelle fois se précipiter. Jules Vallès, poursuivi par la justice après l'émeute du 22 janvier, a pu s'échapper et, se sachant condamné à 6 mois de prison, est resté caché à Paris. Oh là! Qui est là? Un ami! Qu'y a-t-il? Un régiment de ligne à passer au peuple. Alors on se bat? Non, mais Paris est aux mains des fédérés du comité central. 2 généraux ont eu ce matin la tête fracassée par les chasse-peaux. Ils étaient venus à la tête des Versaillais pour récupérer les canons. Le comte avait commandé le feu contre la foule. Ses propres soldats se sont mêlés aux fédérés, l'ont entraîné et massacré.
C'est un sergent en uniforme qui a tiré le premier. L'autre, c'est Clément Thomas, qui venait nous espionner en juin 48 et qu'un ancien a reconnu. Au mur aussi. Leurs cadavres sont maintenant étendus, troués comme des écumoires, dans le jardin de la rue des Rosiers, là-haut à Montmartre. Alors c'est la Révolution. La voilà donc, la minute espérée et attendue depuis si longtemps. Aussitôt, je rejoins l'hôtel de ville. Où est le comité central? Le comité, il était grogné dans une pièce. L'un écrit, l'autre dort. Celui-ci cause, assis à moitié sur une table. Celui-là, tout en racontant une histoire qui fait rire les voisins, rafistole un revolver qui a eu la gueule fendue. Je n'en connais aucun. On me dit leur nom, je ne les ai pas encore entendus. Ce sont les délégués de bataillons, populaires seulement dans leur quartier. Ils ont eu leur succès d'hommes de parole et d'hommes d'action dans les assemblées souvent tumultueuses d'où est sortie l'organisation fédérale. Ils sont 6 ou 7, pas plus, en ce moment, dans cette grande salle où l'Empire, en uniforme doré et en toilette de gala, dansait il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, une demi-douzaine de garçons à gros souliers, vêtus de la capote ou de la vareuse, sont, sous ce plafond à cartouches fleur-de-lysée, le gouvernement. Ce 18 mars 1871, la rupture est consommée. À 4 heures, M. Thiers quitte l'hôtel du Quai d'Orsay dans une grande berline attelée de 2 chevaux qui prennent la route de Versailles. Il est bientôt rejoint par l'ensemble du gouvernement. Le 19 mars, Goncourt déplore. Les journaux de ce matin confirment la fusillade de Clément Thomas et du général Lecomte. On dit, autour de moi, l'armée en pleine retraite sur Versailles et Paris au pouvoir de l'insurrection. Au campanile de l'hôtel de ville, un drapeau rouge. Et au-dessous, le grouillement d'une plèbe armée derrière 3 canons. En revenant, je trouve sur les figures une indifférence ahurie, quelquefois une ironie triste, le plus souvent un consternement, sur lequel se lèvent les grands bras désespérés des vieux messieurs qui causent à voix basse, avec un regard prudemment circulaire autour d'eux. Revenons à Jules Vallès, toujours en quête d'informations. Qui occupe les postes importants? Pas un homme connu. C'est celui-ci ou celui-là, pris au hasard dans le comité central, dans le branle-bas du combat. Il ne s'agit que de planter le drapeau prolétarien là où flottait le drapeau bourgeois. Le premier moussaillon venu peut faire cette besogne tout aussi bien que le capitaine. Et qui est à l'intérieur, savez-vous? C'est un maître de lavoir qui a la signature à l'intérieur. Grélier, un brave garçon que j'ai connu sur les hauteurs de Belleville et qui s'improvisa mon adjoint dans la nuit du 31 octobre à la mairie de la Villette. Il signe des ordres pavés de barbarisme, mais pavés aussi d'intentions révolutionnaires. Et il a organisé, depuis qu'il est là, une insurrection terrible contre la grammaire. Tous les employés qui n'ont pas filé sur Versailles ont peur de cet homme qui fusille ainsi l'orthographe. Il a peut-être, qui sait, le même mépris de la vie humaine. Et à l'instruction publique, sais-tu qui est là? Eh oui, le grand rouillé. Il est cordonnier et révolutionnaire. Je chausse les gens et je déchausse les pavés. Il n'est guère plus fort en orthographe que son collègue de l'intérieur. Mais il en sait plus long en histoire et en économie sociale, ce savetier, que n'en savent tous les diplômés réunis qui, avant lui, ont pris le portefeuille. Et à la tribune, il sait faire reluire et cambrer sa phrase et enfonce ses arguments comme des clous à travers des talons de renfort. Un journaliste entre en contact avec l'international à Londres. Monsieur Karl Marx, avez-vous donné des conseils aux communeux? Oui, j'en ai donné, en effet. Et de quelle sorte? Aussitôt après l'affaire du 18 mars, je leur ai conseillé de marcher sur Versailles et de ne pas attendre au-delà du 25. S'ils l'avaient fait, le succès leur était assuré. Le gouvernement venait de s'enfuir, tout était en désordre, tout le monde avait peur, les soldats refusaient de se battre, et la victoire était facile et sûre. Ils ont perdu là une occasion unique par manque de capacité de leurs dirigeants. Et de ce jour-là, j'ai su ce qui allait se passer. À Paris, le premier souci du comité central est d'accorder à la population ce qu'elle a tant réclamé.
une municipalité élue, une commune. Au scrutin du 26 mars, la moitié du corps électoral envoie à l'hôtel de ville un tiers de modérés et une majorité de révolutionnaires de courant divers. Et la commune prétend légiférer pour toute la France. Ce 26 mars, Vallès exulte. Le cri du peuple a reparu. Demandez le cri du peuple. On n'entend que cela, et le marchand n'y peut suffire. Quelle journée! Ce soleil tiède et clair qui dort la gueule des canons, cette odeur de bouquet, le frisson des drapeaux, le murmure de cette révolution qui passe, tranquille et belle comme une rivière bleue, ces tressaillements, ces lueurs, ces fanfares de cuivre, ces flambées d'espoir, ce parfum d'honneur. Il y a là de quoi griser d'orgueil et de joie l'armée victorieuse des républicains. Quoi qu'il arrive, dussions-nous être de nouveau vaincus et mourir demain, notre génération est consolée. Nous sommes payés de 20 ans de défaite et d'angoisse. Embrasse-moi, camarade, qui a comme moi les cheveux gris. Et toi, marmot qui joue aux billes derrière la barricade, viens que je t'embrasse aussi. Fils des désespérés, tu seras un homme libre. Ces affiches émanant du comité central proclament « Citoyens, votre commune est constituée. Le vote du 26 mars a consacré la victoire de la Révolution. Pour réparer les désastres causés par le pouvoir déchu, nous décrétons l'affirmation de la République démocratique et sociale, la suppression de l'armée régulière remplacée par la garde nationale, l'élection de tous les chefs sans exception, la suppression des privilèges et la guerre au favoritisme. Et l'interdiction d'afficher les actes émanant du gouvernement de Versailles. Considérant que le premier des principes de la République française est la liberté, que la liberté de conscience est la première des libertés, que le budget des cultes est contraire aux principes, puisqu'il impose les citoyens contre leur propre foi, l'Église est séparée de l'État. Le budget des cultes est supprimé. Les biens appartenant aux congrégations religieuses sont déclarés propriété nationale. Considérant que la colonne impériale de la place Vendôme est une affirmation du militarisme, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un attentat perpétuel au principe de la fraternité, la colonne de la place Vendôme sera démolie. Tous les imprimeurs de journaux sont invités à déposer à la délégation de la justice un exemplaire de leurs imprimés. Tout individu qui veut sortir de Paris doit être muni d'un laissez-passer. Il est défendu à tout cavalier, estafette militaire ou civil, de circuler au galop dans les rues de Paris. En présence des nécessités de la guerre, le délégué à la guerre est autorisé à former provisoirement une cour martiale. Tout individu condamné à la peine de mort par la cour martiale sera fusillé. Considérant qu'une quantité d'ateliers ont été abandonnés par ceux qui les dirigeaient, un jury arbitral devra statuer au retour des dits patrons sur les conditions de la cession définitive des ateliers aux sociétés ouvrières. Jusqu'à la fin de la guerre, tous les fonctionnaires ou fournisseurs reconnus coupables de concussion, déprédation, vol seront punis de la peine de mort. Pas de pitié pour les traîtres. Paris, le 29 mars 1871. La Commune de Paris. De son côté, Flaubert confie ses angoisses à Edmard Roger Desgenettes, le 30 mars 1871. L'Internationale ne fait que commencer, et elle réussira. Oh, pas comme elle l'espère, ni comme le redoutent les bourgeois, mais l'avenir est de ce côté. À moins qu'une forte réaction cléricale et monarchique ne triomphe, ce qui est également possible. Ces misérables déplacent la haine. On ne pense plus aux Prussiens. Encore un peu, on va les aimer. Aucune honte ne nous manquera.
Thiers espérait encore une solution négociée avec le comité central. Mais une offensive des fédérés sur Versailles, facilement repoussée le 2 avril, le convainc de rechercher désormais une solution militaire à la rébellion communarde. Un nouveau siège de Paris commence. Cette fois, les assaillants sont les Versaillais. Le 3 avril, vers 6 heures du matin, Paris est éveillé par le canon. Hugo note, 4 avril, chose poignante, on se bat entre Français. La guerre a éclaté entre Paris et Versailles. 9 avril, cette commune est folle. On y délibère en secret. On y parle le revolver au poing. Elle est aussi idiote que l'Assemblée est féroce. Mais la France, Paris et la République s'en tireront. 13 avril, Paris muré encore une fois, s'éclaire de nouveau au pétrole. Plus de gaz. On se bat à la barrière de l'Étoile. Ce qui n'empêche pas la foire au pain d'épices à la barrière du trône. Tel est Paris. Le 15 avril, ce matin, j'ai fait contre la guerre civile des vers intitulés « Un cri ». Je les envoie à Paris. Un cri. Quand finira ceci? Quoi? Ne sentent-ils pas que ce grand pays croule à chacun de leurs pas? Verser, mêler après septembre et février le sang du paysan, le sang de l'ouvrier, sans plus se soucier que de l'eau des fontaines. Les Latins contre Rome et les Grecs contre Athènes. Qui donc a décrété ce sombre égorgement? Si quelque prêtre dit que Dieu le veut, il ment. Mais quel vent souffle donc? Quoi? Pas d'instant lucide. Se retrouver héros pour être fratricide. Horreur. Le 5 avril, la commune décrète que pour toute exécution d'un communard, elle exécutera 3 otages désignés par le sort. Hugo s'en émeut vivement. Tel acte commence par être imbécile et finit par être féroce. Je ne veux rien prédire, mais je me figure la terreur blanche répliquant à la terreur rouge. Gustave Courbet ne peint plus. Il milite et participe avec enthousiasme à la Commune. Il écrit à ses parents le 30 avril. Mes chers parents, me voici par le peuple de Paris, introduit dans les affaires politiques jusqu'au cou, président de la Fédération des artistes, membre de la Commune. Je me lève, je déjeune, je siège et préside 12 heures par jour. Paris a renoncé à être la capitale de la France, mais aussi Paris ne veut Thiers plus espérait être conduit par la France, ni par les votes des paysans qui votent pour le plébiscite. Aujourd'hui, Paris s'appartient, et il désire que toutes les provinces de France imitent son exemple. Il veut que la liberté soit consacrée sur la terre. Portez-vous bien, mes chers parents, et dormez sur vos 2 oreilles. Gustave. Flaubert fulmine dans une lettre à George Sand du 30 avril 1871. Ah, qu'il eût été plus pratique de garder Badinguet afin de l'envoyer au bagne, la paix faite. L'Autriche ne s'est pas mise en révolution après Sadova, ni la Russie après Sébastopol. Mais les bons Français s'empressent de démolir la maison dès que le feu prend à la cheminée. Pour le quart d'heure, Paris est complètement épileptique. Mais voilà une lettre bien longue. Quand je me mets à engueuler mes contemporains, je n'en finis plus. Je suis plus que jamais votre fidèle Gustave.
jour parmi les élus de la commune. Jules Vallès est au cœur de la tourmente. La main dans la main, camarades. Aujourd'hui, 21 mai, la séance est solennelle. Pour sceller la réconciliation d'avant-hier, on vient de me nommer président, moi, Vintra, alias Vallès, celui dont le journal a été l'organe des dissidents depuis le commencement de la lutte. Soudain, Les Versaillais viennent de forcer l'entrée de Paris. comme une nappe de silence. Cela a duré le temps pour chacun de faire ses adieux à la vie. Président de l'agonie de la commune, comment vas-tu sonner le glas de sa mort? Le lendemain 22 mai, je m'interroge. Y a-t-il un plan de défense? Nous ne savons rien, nous autres. Un régiment de ligne est là. On peut voir d'ici les pantalons rouges. Où est mon écharpe? Les hommes se massent autour de nous. J'ai prononcé un bout de discours et j'ai pris place à l'angle de la barricade en élargissant ma ceinture sur mon paletot. À la besogne maintenant. Il manque quelque chose ici. Les pierres ne sont pas bien étayées là. Est-ce que nous avons assez de cartouches? Voilà que de divers côtés des plaintes s'élèvent. Un murmure monte. Est-ce le courage qui manque? Eh non, c'est l'amour du foyer qui les reprend aux entrailles. On veut embrasser l'enfant, caresser la bourgeoise, avant de plonger dans l'inconnu de la suprême bataille sur le pavé de ce Paris où l'on préfère mourir, si c'est la fin. Puis, ils ont peur de notre ignorance. Ils ne croient pas que ces deux gouvernants, un mécanicien et un journaliste, même ce colonel qui fut comédien, soit de force à commander contre des officiers pour de bon, sortant de Saint-Cyr, venus d'Algérie, aguerris, disciplinés, matés. Nous sommes débordés. Je file à l'hôtel de ville. Les visages sont mornes. On parle presque à demi-voix. Tout est perdu. Mais rentrez ces mots dans votre gorge, Vintra. Il faut au contraire crier au peuple que la cité sera le tombeau de l'armée, lui donner du cœur au ventre et lui jeter l'ordre d'élever des barricades. Je compte ce que j'ai vu. Ah, à la porte de Versailles, ils ont hésité, c'est possible. Mais dans Paris, vous verrez qu'ils tiendront contre les soldats tant qu'ils auront des cartouches et de l'artillerie. Dans Paris? Mais que dit ce Paris? Je n'ai eu que le spectacle de la déroute depuis que le soleil est levé. Mais où avais-je la tête? Je croyais que la ville allait sembler morte avant d'être tuée. Et voici que femmes et enfants s'en mêlent. Un drapeau rouge tout neuf vient d'être planté par une belle fille et fait l'effet au-dessus de ces moellons gris d'un coquelicot sur un vieux mur. Vous avez douté de nous tout à l'heure, camarades. Repassez quand ça chauffera. Et vous verrez si vous aviez affaire à des lâches. La moisson de coquelicots frissonne. On peut mourir maintenant. Sauve tes mouchards, c'est des gendarmes. On ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes aux larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux même sont tremblants. La mode est au conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, ces mauvais jours-là finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Hugo note. 25 mai, fait monstrueux. Ils ont mis le feu à Paris. On envoie jusqu'en Belgique chercher les pompiers. Ceux de Bruxelles viennent de partir à toute vapeur. Jules Vallès raconte. Oui, déclare Totol, nous allons faire sauter le Panthéon. Totol est un chef de bataillon qui a une influence sans borne sur ses compagnies. Il a fait des pieds de nez, dit zut aux Allemands, avec tant de crânerie pendant le siège. Il a été si rigolo et si héroïque qu'on l'a élu à l'unanimité. Son idée a été accueillie avec des hurrahs d'enthousiasme.
Ce n'est pas vous qui défendrez le monument, m'a dit Totol. Oh là là, c'est vous qui vous en fichez des temples de la gloire et des boîtes à grands hommes. Pas vrai, citoyen? Allons, voyons à faire écarter tout ce monde-là. J'ai eu une peine terrible à retenir Totol et à lui expliquer que, quoique n'aimant pas les monuments, je ne demandais pas qu'on se servît d'eux pour tuer la moitié de Paris. Mais ils sont têtus en diable, et malgré tout ce que je puis leur raconter, la mort du Panthéon est résolue. Au mur, le Panthéon. Et pendant qu'on y est, au mur aussi Saint-Étienne-du-Mont et la bibliothèque Sainte-Geneviève. Ça ne coûtera pas plus. Nous avons dû nous mettre à 4 ou 5 et des gros bonnets, le maire en tête, quelques commandants sages et un noyau de fédérés plus rassis pour empêcher ces cerveaux brûlés de se jeter sur le Panthéon comme sur un réac. On lui mettait déjà la ficelle aux pattes, souffrait de salpêtre, baigné de pétrole. Mais en croyant terrifier les ruraux, vous allez terrifier les nôtres. C'est alors que les commères vous traiteront de brigands et que les autres quartiers reculeront jusqu'aux Prussiens, peut-être jusqu'à Versailles. Il a fallu leur rabâcher ça, les prendre par le bouton de leur tunique, les chapitrer 1 heure. Louise Michel rapporte bien longtemps après les événements. Les portes du Père-Lachaise, où sont réfugiés les fédérés pour les derniers combats, sont battues en brèche par les canons. La commune n'a plus de munitions, elle ira jusqu'à la dernière cartouche. La poignée de braves du Père-Lachaise se bat à travers les tombes contre une armée, dans les fosses, dans les caveaux, au sabre, à la baïonnette, à coups de crosse de fusil. L'armée qui garda sa force pour Paris assomme, égorge les plus braves. Au grand mur blanc qui donne sur la rue du Repos, ceux qui restent de cette poignée héroïque sont fusillés à l'instant. Ils tombent en criant « Vive la Commune !» Une autre poignée, ceux des dernières heures, ceints de l'écharpe rouge, s'en vont vers la barricade de la rue de la Fontaine-au-Roi, sur laquelle flotte un immense drapeau rouge. Ils n'ont plus pour longtemps de mitraille. Celle de Versailles tonne sur eux. Au moment où vont partir leurs derniers coups, une jeune fille venant de la barricade de la rue Saint-Maur arrive leur offrant ses services. Ils voulaient l'éloigner de cet endroit de mort. Elle resta malgré eux. Quelques instants après, la barricade, jetant en une formidable explosion tout ce qui lui restait de mitraille, mourut dans cette décharge énorme que nous entendîmes de Satory, nous qui étions prisonniers. À l'ambulancière de la dernière barricade et de la dernière heure, Jean-Baptiste Clément dédia longtemps après la chanson des cerises. Personne ne la revit. Au terme de cette semaine sanglante, la commune était morte, ensevelissant avec elle des milliers de héros inconnus. Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi
des peines d'amour. On peut lire ceci dans l'illustration du 13 juillet 1871. La Commune n'a laissé à Paris que le squelette des Tuileries. Immense, désolé, rougi ou noirci par la flamme, la carcasse superbe encore du monument apparaît dans sa grandeur et dans sa ruine. Ceux qui ont vu les Tuileries par les nuits d'hiver, à l'heure où s'allumaient dans les salles emplies de musique et de danse les lustres étincelants des bals, ceux qui, en traversant la place du Carrousel, ont aperçu les ombres des invités ou les groupes des valseurs se détachant sur ces fenêtres rougies par le feu des bougies, hochent la tête devant ces murailles calcinées et ces ouvertures béantes où plus rien n'est resté de ce qui fut le luxe d'autrefois. Seule l'horloge, muette, arrêtée à la minute exacte où l'incendie l'a touchée à son tour, marque l'heure à laquelle tout a été fini et où s'est écroulé le palais des rois sous les coups de l'orgie des prolétaires. 9h moins 10, l'aiguille n'a pas été plus loin. Elle est demeurée là, comme le cœur du monument qui aurait cessé de battre. Du haut de ses 16 ans, Rimbaud prophétise dès ce moment. Les Allemands payeront cher leur victoire. Derrière leurs aigres trompettes et leurs plats tambours, ils s'en retournent dans leur pays manger des saucisses et ils croient que c'est fini. Mais attends un peu, les voilà maintenant militarisés à outrance et pour longtemps, obligés de se maintenir en face de l'Europe envieuse et inquiète qui leur prépare des coups de jarnac. Ils en ont pour 50 ans à être cravachés. Et tout cela pour être écrasés à la fin par une coalition. Si encore ils s'en tenaient à la ridicule satisfaction d'avoir été les plus forts. Mais non, ils nous prennent 2 provinces. Ils veulent étendre la teinte plate qui marque leur pays sur une carte, afin d'être bien sûr qu'on reviendra un jour leur tomber dessus. Bismarck est plus idiot que Napoléon Ier. Victor Hugo note le 17 décembre. Louise Michel, qui a comparu devant un conseil de guerre, a été condamnée à la déportation dans une enceinte fortifiée. Elle a été intrépide. C'est bien elle qui signait Enjolras. À part quelques mots de trop, elle a été admirable. Et on l'encense moins dans l'illustration du 23 décembre 1871. Le Conseil de guerre de Versailles a jugé ces jours derniers une enragée communeuse du nom de Louise Michel. L'assassinat des généraux, elle l'approuve. Le meurtre des otages, elle l'a toujours demandé. Et elle a pétrolé de gaieté de cœur. Le diable fait femme, je crois. Et encore, ça c'est dire. Écoutez ce qu'écrit Marx. Le trait nouveau dans cette révolution, par rapport à toutes celles qui l'ont précédée, c'est que le peuple, après le premier soulèvement, ne s'est pas désarmé, et que, par la formation de la Commune, il a pris dans ses propres mains la direction effective de sa révolution, en remplaçant l'appareil d'État des classes dominantes par son appareil gouvernemental à lui. Quoi qu'il en soit, cette révolution laissera des traces durables pour la gauche française et internationale. Le mythe de la lutte pour la liberté et les idéaux, qui fut à l'origine de la Commune, se cristallisera à travers des lieux de mémoire, comme le mur des fédérés du Père-Lachaise. La répression est terrible. Sur plus de 13 000 hommes et femmes condamnés, près de 4 000 sont déportés en Nouvelle-Calédonie. Dès le 3 octobre 1871, Victor Hugo lance ce vibrant appel. Oh, mes amis, l'amnistie tout de suite, l'amnistie avant tout. Demandons-la
Implorons-la, exigeons-la. Et cela dans l'intérêt de tous. Elle a ceci d'admirable qu'elle fait grâce des deux côtés. L'amnistie ne sera décrétée que le 1er juillet 1880. À l'heure des bilans, l'Illustration fait paraître dans sa chronique parlementaire l'article suivant. Défions-nous de l'éloquence, mes chers amis, et défions-nous de l'esprit. Ce sont eux qui nous ont perdus. L'éloquence, c'est l'alcool de la politique. Cela grise, cela trouble. Et à l'origine de toutes les folies, de tous les malheurs, on trouverait, si on cherchait bien, au moins 2 ou 3 grands discours. De beaux discours précédèrent la déclaration de guerre en 1870. Cette éloquence nous coûte 2 provinces, 10 milliards et 100 000 morts. Ô peuple léger, facile à séduire, il lui faut des apparences, des paillettes, des scintillements. Ce peuple a de l'esprit. Dans les choses les plus sombres, il a le génie, il est insouciant, il est brave. Le danger, il ne veut pas le voir, il ne le distingue pas. Il est aveugle. Et ce n'est point sa faute. Il ne sait pas. Ou plutôt, il est convaincu qu'il sait tout, sans se donner la peine de rien apprendre. Il voit promptement la surface des choses, la surface lui suffit, il n'imagine rien au-delà. Le traité de paix de Francfort du 10 mai 1871, rattachant l'Alsace et la Lorraine à la Prusse, impose désormais l'usage de l'allemand en lieu et place du français dans les écoles primaires. Alphonse Daudet s'en est souvenu en écrivant « La dernière classe, récit d'un petit Alsacien ». Ce matin-là, j'étais très en retard pour aller à l'école et j'avais grand peur d'être grondée. D'autant que M. Hamel nous avait dit qu'il nous interrogerait sur les participes et je n'en savais pas le premier mot. Un moment, l'idée me vint de manquer la classe et de prendre ma course à travers champs. Le temps était si chaud, si clair, mais j'eus la force de résister et je courus bien vite vers l'école. D'ordinaire, au commencement de la classe, il se faisait un grand tapage qu'on entendait jusque dans la rue. Mais ce jour-là, tout était tranquille comme un matin de dimanche. Par la fenêtre ouverte, je voyais mes camarades déjà rangés à leur place et M. Hamel qui passait et repassait avec la terrible règle en fer sous le bras. Il fallut ouvrir la porte et entrer au milieu de ce grand calme. Vous pensez si j'étais rouge et si j'avais peur? Eh bien non. M. Hamel me regarda sans colère et me dit très doucement « Va vite à ta place, mon petit Franz, nous allions commencer sans toi. » J'enjambai le banc et je m'assis tout de suite à mon pupitre. Alors seulement, un peu remis de ma frayeur, je remarquai que notre maître avait sa belle redingote verte, son jabot plissé et la calotte de soie noire brodée qu'il ne mettait que les jours d'inspection ou de distribution des prix. Du reste, toute la classe avait quelque chose d'extraordinaire et de solennel. Mais ce qui me surprit le plus, ce fut de voir au fond de la salle, sur les bancs qui restaient vides d'habitude, des gens du village, assis et silencieux comme nous, le vieux Hauser avec son tricorne, l'ancien maire, l'ancien facteur, et puis d'autres personnes encore. Tout ce monde-là paraissait triste, et Hauser avait apporté un vieil abécédaire mangé au bord qu'il tenait grand ouvert sur ses genoux, avec ses grosses lunettes posées en travers des pages. Pendant que je m'étonnais de tout cela, M. Hamel était monté dans sa chaire, et de la même voix douce et grave dont il m'avait reçu, il nous dit « Mes enfants, c'est la dernière fois que je vous fais la classe. L'ordre est venu de Berlin de ne plus enseigner que l'allemand dans les écoles de l'Alsace et de la Lorraine. Le nouveau maître arrive demain. Aujourd'hui, c'est votre dernière leçon de français. Je vous prie d'être bien attentifs. » Ces quelques paroles me bouleversèrent.
Ma dernière leçon de français? Et moi qui savais à peine écrire? Je n'apprendrai donc jamais? Il faudrait donc en rester là? Comme je m'en voulais maintenant du temps perdu, des classes manquées à courir les nids ou à faire des glissades sur la Sarre. Mes livres, que tout à l'heure encore je trouvais si ennuyeux, si lourds à porter, ma grammaire, mon histoire sainte, me semblaient à présent de vieux amis qui me feraient beaucoup de peine à quitter. C'est comme M. Hamel, l'idée qu'il allait partir, que je ne le verrais plus, me faisait oublier les punitions, les coups de règle. Pauvre homme, c'est en l'honneur de cette dernière classe qu'il avait mis ses beaux amis du dimanche. Et maintenant je comprenais pourquoi ces vieux du village étaient venus s'asseoir au bout de la salle. Cela semblait dire qu'il regrettait de ne pas y être venu plus souvent à cette école. C'était aussi comme une façon de remercier notre maître de ses 40 ans de bons services et de rendre leur devoir à la patrie qui s'en allait. J'en étais là de mes réflexions quand j'entendis appeler mon nom. C'était mon tour de réciter. Que n'aurais-je pas donné pour pouvoir dire tout au long cette fameuse règle des participes, bien haut, bien clair, sans une faute? Je m'embrouillais au premier mot et je restais debout à me balancer dans mon banc, le cœur gros, sans oser lever la tête. J'entendais M. Hamel qui me parlait. « Je ne te gronderai pas, mon petit Franz. Tu dois être assez puni. » Voilà ce que c'est. Tous les jours, on se dit oh, « J'ai bien le temps, j'apprendrai demain. » Et puis tu vois ce qui arrive. Ah, ça a été le grand malheur de notre Alsace, de toujours remettre son instruction à demain. Maintenant, ces gens-là sont en droit de nous dire « Comment? Vous prétendiez être français et vous ne savez ni parler ni écrire votre langue ?» Dans tout ça, mon pauvre Franz, ce n'est pas encore toi le plus coupable. Nous avons tous notre bonne part de reproches à nous faire. Vos parents n'ont pas assez tenu à vous voir instruit. Ils aimaient mieux vous envoyer travailler à la terre ou aux filatures pour avoir quelques sous de plus. Moi-même, n'ai-je rien à me reprocher? Est-ce que je ne vous ai pas souvent fait arroser mon jardin au lieu de travailler? Et quand je voulais aller pêcher des truites, est-ce que je me gênais pour vous donner congé? Alors, d'une chose à l'autre, M. Hamel se mit à nous parler de la langue française, disant que c'était la plus belle langue du monde, la plus claire, la plus solide, qu'il fallait la garder entre nous et ne jamais l'oublier, parce que quand un peuple tombe esclave, tant qu'il tient bien sa langue, c'est comme s'il tenait la clé de sa prison. Puis, il prit une grammaire et nous lut notre leçon. J'étais tout étonnée de voir comme je comprenais. Tout ce qu'il disait me semblait facile, facile. Je crois aussi que je n'avais jamais si bien écouté et que lui non plus n'avait jamais mis autant de patience à ses explications. On aurait dit qu'avant de s'en aller, le pauvre homme voulait nous donner tout son savoir, nous le faire entrer dans la tête d'un seul coup. La leçon finie, on passa à l'écriture. Pour ce jour-là, M. Hamel nous avait préparé des exemples tout neufs, sur lesquels était écrit en belle ronde « France, Alsace, France, Alsace ». Cela faisait comme des petits drapeaux qui flottaient tout autour de la classe, pendus à la tringle de nos pupitres. Il fallait voir comme chacun s'appliquait. Et quel silence! On n'entendait rien que le grincement des plumes sur le papier. Un moment, des hannetons entrèrent, mais personne n'y fit attention, pas même les tout-petits qui s'appliquaient à tracer leurs bâtons avec un cœur, une conscience, comme si cela était encore du français. Sur la toiture de l'école, des pigeons roucoulaient tout bas, et je me disais en les écoutant, est-ce qu'on ne va pas les obliger à chanter en allemand, eux aussi? De temps en temps, quand je levais les yeux de dessus ma page, je voyais M. Hamel, immobile dans sa chaire, et fixant les objets autour de lui, comme s'il avait voulu emporter dans son regard toute sa petite maison d'école. Quel crève-cœur ça devait être pour ce pauvre homme de quitter toutes ces choses et d'entendre sa sœur qui allait, venait dans la chambre au-dessus en train de fermer leur malle. Car il devait partir le lendemain, s'en allait du pays pour toujours. Tout de même, il eut le courage de nous faire la classe jusqu'au bout. Après l'écriture, nous eûmes la leçon d'histoire. Ensuite, les petits chantèrent tous ensemble le ba-be-bi-bo-bu. Là-bas, au fond de la salle, le vieux Hauser avait mis ses lunettes et, tenant son abécédaire à deux mains, il épelait les lettres avec eux. On voyait qu'il s'appliquait lui aussi. Sa voix tremblait d'émotion et c'était si drôle de l'entendre que nous avions tous envie de rire et de pleurer. Ah, je m'en souviendrai de cette dernière classe.
Tout à coup, l'horloge de l'église sonna midi, puis l'Angélus. Au même moment, les trompettes des Prussiens qui revenaient de l'exercice éclatèrent sous nos fenêtres. Monsieur Hamel, tout pâle, se leva dans sa chair. Jamais il ne m'avait paru si grand. « Mes amis, dit-il, mes amis, Mais quelque chose l'étouffait. Il ne pouvait pas achever sa phrase. Alors il se tourna vers le tableau, prit un morceau de craie et appuyant de toutes ses forces, il écrivit aussi gros qu'il put « Vive la France !» Puis il resta là, la tête appuyée au mur, et sans parler, avec sa main, il nous faisait signe. « C'est fini. Allez-vous-en. » Merci, un grand merci pour la qualité de votre attention, extraordinaire. Ça n'a pas chahuté, hein? Non, vraiment merci.